L'exposition a été organisée à la suite de la lecture du livre de Catherine Kokrivydrovitch, La petite histoire de l'Afrique, de la préhistoire à nos jours, qui est un livre de poche édité, je crois, chez La Découverte. Et en lisant ce livre, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de quoi en faire une adaptation muséographique. Catherine n'arrêtait pas dans nos rendez-vous de me parler de la circulation, des échanges, qui étaient bien la preuve de cette histoire, de l'ouverture du continent sur le reste du monde, des échanges panafricains. C'est là que l'idée des routes s'est imposée comme une manière de démontrer notre première phrase sur le panneau introductif qui est « L'Afrique a une histoire ». Donc on le démontre, on a un certain nombre de preuves. Ce n'est pas la totalité, il manque plein de choses évidemment, ce n'est pas exhaustif puisqu'on va de 6000 à nos jours, de 6000 avant notre ère jusqu'à aujourd'hui, et on regarde le continent dans son contact. Enfin, on est on met l'Afrique au centre de notre affaire par rapport au reste du monde. Donc c'est très ambitieux, sur 750 mètres carrés, c'est impossible d'être exhaustif. Mais théoriquement, on espère que le visiteur, le public sortira de l'exposition convaincu qu'effectivement l'Afrique a une histoire et aura envie d'en savoir plus. Donc les villes jalons des routes, donc à différentes périodes, différentes parties du continent africain sont constituées de villes qui étaient des centres d'échange, alors non seulement d'échanges commerciaux, mais aussi d'échanges de culture, d'échanges de savoir, de savoir-faire, de religion, d'idées, enfin voilà. Donc ces villes indiquent un cosmopolitisme qui est rarement abordé en fait quand il s'agit des arts d'Afrique, puisqu'on va parler d'art primitif ou d'art tribal, avec une connotation malgré tout de population refermée sur elle-même, très peu en contact avec le reste du monde ou même de leurs voisins, et qui ont les mêmes cultures depuis la nuit des temps. Or, nous, justement, à travers les villes, déjà, on démontre, enfin, on espère déjà qu'en abordant la question de la ville, on pense déjà le contraire. Ensuite, les routes commerciales, donc on va avoir des objets en sel, en ivoire, en or, en cuivre, en perles, en tissu. On a également des monnaies, différentes monnaies, en montrant que en fait, la monnaie frappée, c'est une convention d'une certaine manière, enfin c'est une convention, et qu'en Afrique circulaient aussi d'autres monnaies dont faisaient partie les perles par exemple, ou le sel, mais aussi du fer, des cotonnades, bon, donc il y a des coris, des coquillages aussi servaient de monnaie. On démontre cette histoire également à travers les routes religieuses. Les religions africaines qu'on a appelées du terroir, c'est toujours très compliqué de donner un terme juste, alors bon, on les a appelées les religions du terroir. Les religions du livre, donc judaïsme, christianisme, islam, et les religions africaines hors d'Afrique, donc africaines, américaines, ou encore le culte contemporain, enfin, qui a vraiment émergé autour d'une image de la charmeuse de serpent, qui est celui de Mami Wata. Ensuite, nous démontrons à travers une sélection de très très beaux objets, enfin, pour leur qualité esthétique, donc le terme c'est les routes esthétiques, la circulation des personnes, des idées et des formes, donc surtout la circulation des formes par des routes linguistiques. Donc les masques, on ne les trouve pas partout, on ne les trouve que dans le groupe linguistique nigéro-congolais, qui comprend notamment les bantouophones. Les poteaux funéraires, qu'on ne trouve pas partout non plus en Afrique, et qui viennent plutôt d'Asie du Sud-Est, donc l'océan Indien. La transmission de savoir-faire, donc en l'occurrence les alliages cuivreux du Nigeria, du Sud-Nigeria, sur un millénaire. Donc les matières premières qui ne sont pas sur place, qui viennent soit du Niger, soit arrivées par les Portugais, et les savoir-faire entre forgerons, qui montrent aussi la circulation de secrets, de techniques communes. Ensuite, nous abordons la question des routes coloniales, donc des explorations, la colonisation, qui a transformé à la fois les routes au sens propre du terme, chemin de fer, port, nouvelles routes,
nouveaux tracés, puisque des tracés anciens existaient, enfin il y avait des tracés traditionnels, on va dire, précoloniaux. Donc là, nouveaux tracés. Tous les bouleversements que ça va engendrer, par exemple la construction de ces routes autour du travail forcé, l'identification aussi des matières premières comme le bois, le caoutchouc, mais aussi les pierres. Avant les explorations, les objets africains qui étaient connus des Européens étaient plutôt abordés avec mépris. On parlait d'objets de sauvages, on ne parlait pas d'art justement. On parlait d'objets de fétiches. Bon. Ces objets qui étaient plutôt considérés comme laids, inesthétiques. Et à partir du moment où il y a les explorations et la colonisation, les objets vont d'abord servir comme instrument de propagande, support de propagande coloniale pour justifier la colonisation et montrer la sauvagerie, la barbarie qui peut se sentir à travers ces objets. Alors évidemment, il y a des objets puissants comme les fétiches à clous. C'est vrai que au niveau justement des proportions de l'esthétique, des critères de beauté et d'esthétique qui sont en cours à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, ne sont pas du tout respectés. On n'est pas dans l'idéal de beauté défini par notamment, alors je pense immédiatement au texte de Hegel, où effectivement, de par ses définitions, alors il y a des choses extrêmement fortes et un socle important sur la définition, la philosophie de l'art, mais Hegel exclut de toute façon d'emblée les arts d'Afrique et d'Océanie dans cette philosophie qui va être aussi un support important dans l'art européen, dans l'art occidental. Mais il se trouve que justement à cette période qui est celle de la colonisation, des nouveaux musées d'ethnographie, ces musées vont être visités notamment par des artistes qui, eux, réfléchissent à ce renouveau esthétique et veulent rompre avec cette idée du beau. En tout cas, veulent utiliser les outils qu'ils ont à leur disposition par la sculpture, par la peinture, et ils savent que ce sont des artistes qui leur sont contemporains. Ils sont ailleurs, mais ils sont de la même époque. Et ils ont trouvé d'autres solutions, qui sont en fait les solutions que eux sont aussi en train de mettre en place sur le continent européen. Donc il va y avoir confluence. Pour moi, il n'y a pas de primitivisme en fait. C'est vraiment des artistes qui ont le même langage. Les Européens sont effectivement les derniers. Ils arrivent au XVe siècle. Ce sont les Portugais d'abord. Et ensuite, donc, ils vont installer des comptoirs commerciaux parce que alors, là, ils découvrent toute la richesse déjà matérielle, enfin de matières premières du continent africain. Ils ont accès direct à l'or, à l'ivoire, tout ce qu'ils peuvent rechercher. Et ensuite, à une marchandise terrible qui est celle des esclaves. Et donc, tous ces échanges, tout ce commerce, toute cette déportation va être organisée sur le littoral africain. Les Portugais et ensuite les autres Européens à partir du XVIIe siècle ne vont pas aller à l'intérieur du continent. Ils vont déléguer en fait à des interlocuteurs locaux le travail notamment de razzia d'esclaves, de prisonniers ou de ramener l'or, le cuivre, etc. Donc oui, les Européens sont aussi les derniers à découvrir l'intérieur du continent africain, puisque les Asiatiques, à travers les Arabes, eux ont voyagé, alors c'est par le biais de l'islam, ont voyagé vers l'intérieur du continent dès le 9e siècle. Le cheval est un moyen de transport qui est présent en Afrique depuis 3000 avant notre ère. Et il est un signe à la fois de transport de marchandises, mais aussi de prestige. Nous sommes devant un cavalier dogon qui est daté du XVIe siècle. On voit sa main levée qui tenait probablement une lance. Et en fait, à travers cet objet, on a à la fois la question de la circulation des moyens de transport, mais aussi les grands mouvements migratoires qui ont eu lieu au niveau de la falaise de Bandiagara au Mali,
Donc à travers cet objet-là, on a à la fois le prestige du cheval, le mythe du guerrier, l'ancienneté. On a un objet ancien qui est du XVIe siècle, c'est un objet d'une collection privée. Mais aussi, en pays Dogon, en fait, on parle encore 14 langues différentes. C'est une espèce de pays où différentes cultures se sont croisées déjà historiquement et aujourd'hui sont parlés 14 dialectes différents. Donc ça remet vraiment en question aussi la définition ou les termes ethniques ou primitifs qu'on peut utiliser en parlant des Africains. Alors là, nous sommes devant deux pièces en terre cuite de style dites de la civilisation Sao. Alors Sao correspond en fait à la localité où ont été trouvés les premiers objets en terre cuite. Il y a eu des missions dans les années qui démarrent en 40 et qui vont durer jusque dans les milieu des années 50, qui ont été menées par le Musée de l'Homme. Et dans les recherches qu'avait faites Jean-Paul Leboeuf, il avait daté par stratigraphie cette civilisation Sao entre le 9e et le 14e siècle. Dans le cadre de l'exposition, on a décidé de dater les 10 objets qu'on présente en général sur le plateau permanent, sur le parcours permanent. Et celui-ci, en fait, donc hypothèse de datation de la civilisation Sao par Jean-Paul Leboeuf, 9e, 14e. Cette pièce Sao a été datée par thermoluminescence entre le 2e siècle avant notre ère et le 2e siècle de notre ère. Cette figure qui a été trouvée dans une nécropole est datée entre le 8e et le 10e siècle de notre ère. Donc tout est à revoir en fait sur l'histoire de la civilisation Sao et on a un matériel extraordinaire. Et puis pour la petite histoire, en fait, on a travaillé, je dirais presque main dans la main avec nos collègues des antiquités égyptiennes du Louvre qui étaient très content qu'en fait les africanistes aillent un peu vers l'Égypte parce qu'ils se sont dit oui, on fait un peu bande à part et nous on regarde de plus en plus vers la Nubie, donc le Soudan actuel. Et l'une des égyptologues a trouvé dans un cadre de fouilles des pièces zoomorphes très proches en fait de celle-ci, mais du côté nubien. Et on sait, d'ailleurs on le voit sur l'une des cartes animées, qu'on a une route très ancienne entre le Tchad et l'Égypte. Voilà, donc à travers ces objets-là, il y a toute une perspective de recherche et de connaissance en fait sur l'histoire du continent qui est en train de s'ouvrir grâce à la datation de ces pièces. Ce que nous voyons ici, cet olifant, donc c'est un instrument de musique qui est l'olifant dit de la Chartreuse des Portes. Donc la matière première est originaire d'Afrique. Serait arrivé en fait par Alexandrie jusqu'en Italie, du côté de Naples, où il a été sculpté en 1100 et ensuite a été trouvé dans une grotte de lin en France en 1400. C'est ce que dit l'inventaire et ensuite ça rejoint en fait le trésor royal. En fait ça permet aussi de comprendre ce que vont ensuite chercher les Portugais quand ils vont commander des olifants aux Africains. Quand donc, les Portugais arrivent au XVe siècle, à partir du XVe siècle dans ces régions, ils vont avoir accès à la matière première et ils vont avoir accès aussi à des sculpteurs. Enfin, ils vont rencontrer des sculpteurs. Et donc ils vont demander à des sculpteurs, notamment ivoiriers, de réaliser soit des olifants, alors avec un style plus manuélin, plus portugais que celui-ci qui est italien, ou encore comme cette salière qui est organisée en 3 parties, des représentations. Là, il s'agit d'ici de commerçants, de marins, d'officiers portugais. Donc la salière est divisée en 3 parties. Et sur la partie supérieure, on voit une caravelle avec un poste de vigie et 2 personnages, en fait, dont un qui monte à la corde et un autre qui est en poste de vigie. Si du côté européen ou asiatique, depuis l'Antiquité, on recherchait l'or, l'ivoire, les animaux comme les lions, par exemple, pour les jeux du cirque à Rome, ou les cornes de rhinocéros du côté chinois. Du côté africain, on recherchait donc le sel, mais on recherchait aussi les perles qui ont une esthétique extrêmement raffinée, des perles en particulier en pâte de verre, qu'on retrouve ici, qui ont été, donc, sont des perles qui ont été trouvées au Mali et au Ghana, où on a des perles du 8e siècle égyptiennes
et moyen-orientale. Donc quand les Européens arrivent sur le littoral africain, atlantique et océan Indien, ils découvrent en fait cet engouement pour les perles en pâte de verre. Et ils vont montrer ces modèles, notamment aux artistes verriers de Murano, du côté de Venise. Et c'est la création des fameuses perles de Venise qui vont reprendre les motifs mosaïques, les motifs à chevrons, et qui vont emporter en fait un succès considérable en Afrique subsaharienne et supplanter les perles d'origine arabe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, justement à travers ce collectionnisme africain de perles, les ateliers très anciens de Murano redécouvrent des collections dont ils ont complètement perdu la trace. Donc c'est des objets aussi qui intéressent énormément des collectionneurs de perles italiens, par exemple. Ce tableau est conservé dans la chapelle des Marins dans la cathédrale de La Rochelle et était un hommage, une offrande de la part des marchands impliqués dans la traite des esclaves vers l'Amérique et qui remerciaient donc ici Dieu, le Christ, d'avoir protégé en fait leur cargaison. Donc, dans ce terrible commerce que fut la déportation des esclaves africains. Alors, il faut juste savoir que l'esclavage était aussi intense du côté arabe et en interne, à l'échelle du continent africain. Du côté arabe, donc les Arabes organisaient des razzias ou avaient des relais à l'intérieur du continent africain pour leur revendre des esclaves, mais les Arabes n'avaient pas déterminé, ne disaient pas que la couleur de la peau indiquait la condition d'esclave. Les Européens, en fait, à partir de ce moment-là, vont associer la couleur de la peau et de la peau noire à une infériorité et donc vont mettre en place une forme de racisme qui va perdurer après pendant plusieurs siècles. Alors la christianisation de l'Afrique s'est déroulée en plusieurs temps. Il y a eu d'abord la christianisation par l'Éthiopie via l'Égypte par les Coptes. Donc là on est au IVe siècle. On a une deuxième vague de conversion en fait, au christianisme et au catholicisme en particulier avec l'arrivée des Portugais. Et en 1491, ils convertissent le roi du Congo, donc établi à Loango. Le petit-fils de ce roi sera le premier archevêque africain. Et dans ce cadre-là, il est demandé aux forgerons de répondre à des commandes, tout comme ils peuvent répondre à d'autres commandes, qui est de réaliser des crucifix. Donc en fait, en termes d'iconographie, alors on peut distinguer, c'est surtout par le matériau, l'origine africaine, mais le style est très très proche d'un style qu'on retrouve dans les objets catholiques en général. Ce qui est très, très particulier, alors ce sont des crucifix qui nous ont été prêtés par le Vatican, tout comme cette Vierge à l'enfant qui vient de Madagascar et qui est du 19e siècle en revanche. Ces deux crucifix sont du 16e siècle. Et ils sont la tête du Christ est très patinée, particulièrement sur le petit crucifix à droite. Donc ce qui indique en fait alors le terme syncrétisme ne me plaît pas vraiment, mais en tout cas un usage qui est un petit peu différent, qui est celui de porter, d'avoir en fait ce crucifix sur soi, ou en tout cas de le manipuler, de le frotter. S'il est dans un espace public et qui est là et particulièrement africain, ce qu'on ne ferait pas par exemple en Europe. Les sculptures et certaines formes, notamment celles des sceptres et des cannes pour l'Afrique centrale, nous permettent de montrer aussi des contacts, tout comme le récit d'un mythe, un mythe de l'histoire qui est autour d'une figure qui s'est imposée du lac Tanganyika jusqu'à l'océan Atlantique, qui s'appelle Tshibida Ilunga,
La figure de Tibida Ilunga que nous voyons ici, représentée par les Tchokwe d'Angola et de la République démocratique du Congo, est en fait un prince qui venait à l'origine du lac Tanganyika. Donc on est à 2000 km de là. Tibida Ilunga, qui était un chasseur et qui avait beaucoup de connaissances en magie, et qui possédait une technologie supérieure. Alors, il venait d'une région où il y avait notamment le cuivre, qui était très recherché du côté aussi occidental d'Afrique centrale. Donc, se marie avec une reine qui s'appelle Louégie, qui, elle, habite une région voisine. Et en fait, par leur supériorité technologique, magique, probablement aussi par le charisme de la personnalité de Tibida Ilunga, cette figure va, cet homme va concilier tout un tas de populations jusqu'à l'Atlantique et va devenir une figure majeure dans le mythe de l'histoire Tchokwe d'Angola. Ce masque cimier Baga de Guinée a été sculpté dans les années 50. Il est sur l'affiche de l'exposition. Alors nous l'avons sélectionné parce qu'il permet à la fois d'évoquer des religions, enfin des systèmes religieux et d'apprentissage de religions africaines dans le circuit initiatique, qui est l'une des grandes institutions africaines comme le culte des ancêtres. Et donc les initiés en fait passaient de l'enfance à l'âge adulte par le biais de ces sociétés d'initiation dans des zones plutôt de réclusion. Et dans cette région-là, dans la région Baga, en fait, le jeune homme qui finissait son initiation, donc qui devenait adulte, faisait sculpter une image qui incarnait ce qu'il allait devenir, enfin qui était une illustration de sa vie future, la projection de sa vie future. Donc ce qu'on remarque sur cette image, c'est d'abord, alors ce qu'on aurait pu imaginer être un calao, mais en fait c'est un pélican qui est lui-même surmonté de 2 pélicans, donc sa descendance. Il y a l'idée de fertilité, de fécondité, qu'on retrouve aussi de fertilité à travers ces 2 femmes qui tiennent des seins probablement gorgés de lait. Et très étonnant, ce qui est une originalité en fait sur ce masque, on remarque immédiatement le casque colonial. La présence de ce personnage avec ce casque colonial permet d'exprimer sur l'affiche la section des routes coloniales dans l'exposition, donc la question coloniale. Et ce personnage, alors, qui est de la même couleur de peau, enfin qui est figuré de la même couleur de peau que les jeunes femmes, pourrait être africain, mais avec son casque colonial, on pense plutôt à un blanc, en plus dans cette région, un français. Et il porte devant lui un objet, qui est un objet d'Emba, qui est lié à la fécondité, à la fertilité, et il le prend entre ses mains. Donc il évoque aussi la collecte des objets, donc cette route des objets qui est intimement liée aux routes coloniales. On a une sélection d'œuvres qui permet à la fois de nourrir notre propos pédagogique, didactique autour de l'histoire, mais qui, pour moi, dès le début du projet, devait être un moment aussi de délectation et de moments forts sur le plan esthétique. Merci beaucoup.